Il y a quelques mois, j'ai mis en ligne une vidéo et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo YouTube à ce sujet sur une vidéo qui m'a fait gagner 25 000 abonnés. Et en fait le thème de cette vidéo c'était toutes les choses intimes que j'aurais aimé qu'on me dise. J'ai eu énormément de chance, cette vidéo a eu du succès, ce qui m'a reconduit à faire une partie 2 qui a été soutenue par un sponsor. Donc j'ai envie de vous dire tout bénef, une vidéo qui éduque, que j'ai adoré faire, que tout le monde m'a réclamé et en plus de ça elle me rapporte des sous. Que demande le peuple? Sauf qu'évidemment, c'est tout le problème des vidéos verticales sur TikTok ou sur Instagram, tu peux pas t'épancher sur le sujet, tu peux pas prendre le temps simplement de dire ce que t'en penses, d'expliquer des choses, de parler de ce que t'as vécu par rapport à l'anecdote que t'es en train de raconter ou des choses comme ça, parce qu'il faut que ça aille vite et que tu peux pas retenir l'audience pendant 60 minutes sur un truc. Je crois que vous êtes penchés en fait, hein. Je constate là que ça ne va pas du tout. Excusez-moi, hein. On n'est toujours pas YouTube Pro ici, je crois que ça va mieux. Et en fait il y a des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo et que j'aimerais développer en fait avec vous. Les tabous sur les choses intimes, c'est quelque chose qui clairement, hein, je vais dire comme je le pense, nous pourrit la vie, dans notamment notre vie de jeune femme. Je peux pas parler des hommes tout simplement parce que je n'en suis pas un, mais si vous êtes un homme et que vous voyez cette vidéo, il y a très peu de chance parce que je crois que j'ai à peu près 8% d'hommes dans ma démographie, mais quand tu es une femme, il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas, et pendant des années, moi dans ma vie de femme, je suis restée avec des choses qui m'arrivaient intimement, et incapable de savoir si c'était normal ou pas, incapable d'avoir une info claire, beaucoup de honte, beaucoup de tabous, et en fait, ben, t'as des tabous, tes copines ont des tabous, tout le monde a des tabous, personne n'en parle, ce qui fait que, évidemment, ça renforce le fait que ce n'est pas normal. Et donc en fait, j'aurais aimé vous reparler de 2-3 trucs dont je parle dans ces deux vidéos de choses intimes, en m'épanchant un peu plus. Je pense qu'il y a des choses, c'est pas utile quand vous avez mon âge parce que potentiellement c'est des choses que vous avez déjà outrepassées de par la vie et ses expériences, mais ça peut être utile pour des gens plus jeunes. Autant il y a des choses, je vous dis, c'est des trucs que j'ai vraiment intégrés beaucoup plus tard dans ma vie. Genre cette année, ou il y a 3 ans quoi, tu vois. Et de toute façon, il n'y a pas d'âge trop tard ou trop tôt pour apprendre des choses sur sa vie intime, je pense. Je pense que plus tu connais ton corps et plus c'est sain. Et je me dis qu'une vidéo comme ça peut servir. Alors je pense qu'elle va être censurée parce que, vous voyez, mes 2 vidéos de tous les trucs intimes que j'aurais aimé qu'on me dise, je les ai mis sur Insta et TikTok, elles ont fonctionné. Je les ai mis sur Short, elles n'ont pas du tout fonctionné. C'est-à-dire qu'elles ont été bloquées à genre 100 et quelques vues. Donc ça m'étonnerait pas que cette vidéo ne fonctionne pas non plus. Mais si elle arrive à atteindre son public et qu'elle aide au moins 1 ou 2 personnes, j'ai envie de vous dire c'est tout bénef. L'un des premiers points que je voudrais aborder, c'est celui auquel j'ai été confrontée là, tout récemment, et qui m'a pas mal travaillé ces derniers mois, c'est que la lubrification n'a rien à voir avec l'excitation. Alors, excusez-moi, il faut juste que je fasse un disclaimer, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas professionnelle de sexo. Si vous voulez quelqu'un qui va vous conseiller véritablement sur des conseils, sur des questions sexo pures et dures, avec vraiment beaucoup d'études, beaucoup de savoir et beaucoup d'expérience, je vous conseille d'aller sur la chaîne de mon amie Clemity Jane, qui est plus que renseignée, hein. Elle a fait des livres, elle a fait des conférences, elle a fait des rencontres, elle a une chaîne YouTube d'une dizaine d'années, enfin il n'y a pas plus documenté qu'elle. Là il faut vraiment vous dire que vous pouvez m'écouter et peut-être vous dire ah bah on se ressemble sur ça, ou que ça vous aide à débloquer un sujet, mais ne vous fiez pas à moi médicalement. Je vous en supplie, ne vous fiez pas à moi tout court. Vous savez, moi j'ai 2 domaines d'expertise dans ma vie et c'est tout quoi, hein. Le reste, bah, j'y connais pas grand chose, hein. C'est juste moi et ma petite vie quoi. Donc oui, j'aurais aimé qu'on m'explique beaucoup plus tôt que la lubrification n'a rien à voir avec l'excitation. Et ça c'est un truc, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Comme je le disais du coup dans ma vidéo que j'ai postée sur TikTok et Insta, pendant très longtemps j'ai pensé que lubrification, donc le fait de mouiller, égale beaucoup d'excitation parce que bah, pendant longtemps j'avais une lubrification tout à fait en forme en fait, hein, tout simplement. Il s'avère que j'ai eu une opération il y a 2 ans et demi qui fait que ça a beaucoup changé ma lubrification et que pendant très longtemps je n'ai quasiment plus eu de lubrification. Et ça a été un gros coup de massue pour moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je m'inquiète. Je me disais bah je suis pas normale, en fait je suis pas excitée, peut-être que du coup je me crée tout un truc de est-ce que j'aime encore mon mari? Est-ce que j'aime faire l'amour? Ou est-ce que j'aime faire l'amour avec mon mari? Enfin vous voyez, je me suis vraiment posé des vraies questions juste parce que je mouillais pas ou moins. Non mais c'est quand même, c'est un truc de ouf quand il réfléchit, mais en fait on m'en avait jamais parlé.
J'avais jamais eu cette discussion avec des copines, alors que pourtant avec mes amis on est très libérés sur ces sujets-là, mais c'est juste un truc qui ne m'était jamais arrivé dans la vie, et donc je me suis retrouvée avec ça sur la table et je ne savais pas quoi en faire, et donc forcément je me suis posé 1 milliard de questions. Il s'avère que la lubrification c'est un peu comme la libido, c'est un peu comme la santé mentale, c'est un peu comme la faim, c'est des cycles. Il y a des jours où t'as très faim, des jours où t'as moins faim, il y a des jours où tu te sens très bien, des jours où tu te sens moins bien, et en fait la lubrification c'est la même chose, ce sont des cycles. Alors évidemment, il y a des tenants et aboutissants de santé pour certains cas de figure. Et puis pour d'autres comme moi, où en fait juste, en effet c'est un peu lié à mon opération, hein, clairement, mais il y a aussi juste mon corps change et je suis dans un nouveau cycle de mon corps et potentiellement demain je fais un bébé et d'un coup mes hormones et mon corps fait que ça change encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, du coup c'est important pour moi de vous le dire, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus, si ce n'est, s'il vous plaît, intégrez-le. Ne faites pas comme moi, ne vous dites pas tout de suite que vous avez un problème, que la vie a un problème, que votre couple a un problème et que vous êtes foutu. Non, potentiellement juste vraiment, c'est le cycle de votre corps du moment et il n'y a rien de grave à ça. Forcément, la chose qui rejoint ce point-là, c'est qu'il existe des lubrifiants. Mais ça je vous le dis parce qu'en fait moi pour le coup, le lubrifiant c'est un truc que j'ai compris et que j'ai intégré dans ma vie intime, mais hyper tard, genre je sais pas, il y a peut-être 5 ans. Vous voyez, enfin, et j'ai 29 ans. Avant, je savais que ça existait, mais j'en voyais pas du tout l'intérêt, quoi. Enfin, vraiment, je n'en ai jamais eu besoin. Et peut-être que toutes les fois où j'en ai eu besoin, je me rendais pas compte que j'en avais besoin parce que j'en utilisais pas, donc je me rendais pas compte que ça pouvait m'aider grandement, vous voyez. Deuxième des choses sur la vie intime que j'aurais aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt, alors là, je pense que si vous avez mon âge ou plus vieille, c'est un truc que vous savez maintenant. Et pourtant, je suis sûre que comme moi, vous avez un reste, vous avez un truc, une petite gêne pour certaines, c'est que toutes les formes de vulve existent sur cette fucking planète. Et alors, quand je vous le dis là, quand je vous dis que je pense que les femmes de mon âge ou plus vieilles, c'est quelque chose qui est intégré, ça je le pense vraiment, mais je suis vraiment certaine, vous et moi là, on se regarde, je suis certaine qu'on est d'accord pour se dire que c'est pas toujours facile de l'intégrer complètement, que même en le sachant, des fois t'as quand même l'impression que c'est pas esthétique, que c'est pas normal, etc. etc. Et comment j'en parle, que c'est un objet le bordel. Et évidemment quand t'es plus jeune, je pense que c'est l'un des trucs les plus compliqués dans ta vie de jeune femme et de découverte de ton corps. T'as ce truc de est-ce que mon intimité est normale? Est-ce que parce que dans les vestiaires j'ai vu que moi j'ai les lèvres intérieures qui pendent et j'ai une copine qui a les lèvres extérieures beaucoup plus gonflées que moi, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est elles qui sont normales et tout? Et vraiment ça c'est un truc qu'il faut que vous compreniez, que toutes les formes de vulve existent sur cette fucking planète. Il n'y a pas une forme qui est anormale. Il n'y en a vraiment pas une. Alors évidemment si vous avez 2 escalopes au fond de la culotte qui pendent tellement qu'elles frottent quand vous marchez et que ça vous fait mal, là c'est anormal puisque ça vous fait mal. Dans ces cas là il y a des opérations qui existent. Mais à partir du moment où c'est juste votre corps qui a pas de gêne et que toute la journée vous n'y pensez pas, c'est qu'il n'y a aucun problème et que vous êtes juste normal. Et du coup dans la normalité j'entends aussi qu'il n'y a rien qui n'est plus esthétique que l'autre. Les films porno, les hommes pas éduqués ou quoi que ce soit qui vous font croire qu'une certaine forme est plus esthétique ou une certaine forme n'est pas normale, c'est vraiment, vous les foutez au détritus et vous mettez le feu à ces détritus s'il vous plaît. Toute forme d'intimité et de vulve est normale. Et j'espère qu'il existe, honnêtement je suis pas assez renseignée sur le sujet, j'espère qu'il existe des autrices qui auraient fait une sorte de guide du zizi sexuel mais pour les femmes de nos jours, parce que le guide du zizi sexuel putain pas très moderne, si je peux me permettre, hein, pas très moderne. Et surtout du coup pour parler aux femmes de nos jours, je pense que il faudrait quelque chose de plus ciblé. Ça se trouve ça existe, hein, c'est juste moi qui m'y connais pas. Quand j'aurai une fille ou un fils, je suppose que je serai un peu plus renseignée sur le sujet. Si d'ailleurs vous avez des recommandations, je suis assez preneuse parce qu'en vrai je suis assez curieuse de savoir. Même si vous pouvez mettre dans les commentaires pour aider des gens, c'est très bien. En revanche, si vous êtes jeune, je vous conseillerais un truc qui n'est pas anormal, qui n'est pas bizarre, c'est parlez-en avec vos amis, parlez-en avec vos copines. Évidemment, le but n'est pas d'en parler toute la journée et de mettre tout le monde mal à l'aise si ce sont des sujets tabous pour certaines personnes, mais vous pouvez très bien, voilà, aller voir quelqu'un et lui dire écoute, j'ai besoin d'aborder un sujet avec toi, je veux pas te mettre mal à l'aise, donc si ça te met mal à l'aise, on arrête d'en parler,
Mais j'ai cette question, et cette question c'est que, voilà, ma forme de vulve elle est comme ça, comment elle est la tienne? Le but n'est pas de vous montrer vos zézettes au fond de la cour derrière le préau, le but c'est juste de pouvoir en parler pour que vous compreniez que vraiment toutes les formes existent et c'est normal. Et je sais que ça c'est un truc, ça perdure chez les femmes, bon, déjà parce qu'on a une pression sociale, on a des idées reçues par les hommes qui sont complètement what the fuck, mais il y a aussi ce truc de se changer dans les vestiaires, et en général, les hommes se montrent beaucoup à poil, là où les femmes ne vont pas se montrer à poil, et en plus de ça, nous, notre intimité, elle est quand même un petit peu plus cachée, un peu moins visible. Et en fait, tout ça fait que règne le tabou, hein. Un sur lequel je vais passer très vite, parce que j'ai pas grand chose à dire, mais qui me paraît très important de redire ici, oui, vous pouvez avoir du poil au sein. Alors il y a des gens, dans les commentaires quand j'ai fait cette vidéo là, j'ai fait commencer par ce truc là, tu peux avoir du poil au sein, des gens carrément qui m'ont dit ah ouais je savais pas qu'on pouvait avoir de la barbe sur les seins, mais c'est pas ce que je te dis, enfin genre je comprends pas ces gens qui ont tellement de problèmes avec l'idée d'avoir des poils que dès que vous imaginez des poils, vous imaginez des barbes. Non. Enfin, tu peux avoir des poils et c'est 4 poils qui se battent en duel, ça arrive. Tu peux avoir des poils et des fois c'est 4 poils très drus, 4 poils très longs. Être poilu c'est plein de formes possibles quoi, enfin je trouve ça vraiment tellement dommage qu'il y ait tellement de tabous et de dégoût sur le poil et que du coup l'image qu'on en est c'est tout de suite une grosse barbe quoi, enfin je trouve ça trop étrange, vraiment trop étrange. Mais si vous passez ce truc là, oui vous pouvez avoir des poils sur les seins. Alors moi c'est un truc que j'ai toujours su parce que ma mère m'en a toujours parlé. C'était pas du tout tabou chez moi, ma mère n'avait pas trop de tabou sur son corps de femme. Et du coup, ça j'avoue c'était génial, c'est que ça m'a permis très vite de comprendre ce que c'était un corps de femme, comment ça allait évoluer et les trucs qui pouvaient arriver. Et s'il y a bien un truc qui a bercé mon enfance, c'est d'accepter les poils. Ma mère, elle voulait que je garde mes poils aux jambes pendant très longtemps, à tel point que du coup moi j'en voulais pas et je l'ai coupé au couteau de cuisine dans son dos s'il vous plaît. Vous savez quoi? Je vous laisse ça sans le contexte. Bon. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu mes premiers poils au sein, c'était il y a peut-être 5 ans je dirais, ça m'a fait bizarre dans le sens où vu qu'on n'en parle jamais dans la société et que en plus de ça il y a une haine du poil qui est quand même phénoménale, j'ai eu un peu honte. Je me suis dit oh putain, mais je vous parle pas d'une barbe encore une fois, je vous parle de 3 poils qui se battent en duel, peut-être un peu plus, ils sont blonds, mais c'est vrai que les poils sur les seins ça a tendance à être un peu plus long qu'un poil que tu vois d'habitude et en fait tu te dis mais putain ça devrait pas être à cet endroit là et donc ça fait bizarre. Là encore une fois je vais pas pouvoir vous donner des conseils sur les garder, pas les garder. Il y a évidemment un certain stade où c'est pas normal d'en avoir autant. C'est à vous de voir, genre est-ce que là vous vous dites que vous en avez suffisamment pour vous inquiéter ou pas, mais il y a un stade où c'est juste tout à fait normal. Plein de gens qui m'ont fait des gros laïus en mode si t'as des poils au sein c'est que t'as des gros problèmes d'hormones. Non, passer un certain stade oui, mais sous un certain stade c'est juste normal. Et tout le monde en a. D'ailleurs c'est un truc qui m'a véritablement fait de la peine, c'est en me rendant compte que... Mais en même temps j'en veux pas du tout aux gens, c'est vraiment de la peine que je ressens, c'est pas de la colère ou du ressentiment, c'est vraiment plus de la peine, c'est beaucoup de femmes qui commentent et qui disent oh putain heureusement j'ai pas tout ça, ah mais moi j'ai rien de tout ça, hein. Voilà, un peu ce genre de tonalité en mode comme si ne pas avoir une caractéristique intime c'était ne pas avoir un problème et donc ça faisait de toi quelqu'un de supérieur, vous voyez. Mais avoir du poil au sein ou une lubrification moins grande, c'est vraiment pas quelque chose qui fait de toi quelqu'un de mieux que l'autre. Ça n'a rien à voir. Et en fait ça me fait beaucoup de peine parce que j'en veux pas à ces femmes-là. Tellement de concurrence féminine, tellement de préjugés, de tabous, de misogynie, que en fait toutes ces cases font que tu rentres dedans et tu te rassures comme tu peux. Par contre j'ai de la peine parce qu'en fait je me dis toutes ces femmes là qui sont dans ce modèle là, le jour où elles vont avoir un problème physique ou simplement une différence intime, et ben en fait elles sauront pas quoi en faire. Et elles vont se transformer, en fait elles vont se bloquer dans une torpeur parce qu'en fait on leur a fait croire que c'était anormal, que c'était un problème, que c'était une honte. Et c'est dur de sortir de ce genre de modèle, hein. Honnêtement encore une fois je vous dis je leur lance pas la pierre. Même moi, il y a plein de gens qui parlent de la misogynie c'est aussi de la misogynie féminine, hein. C'est-à-dire que même quand t'es une femme tu peux être misogyne, et moi je pense que je suis misogyne sur certains trucs. Je suppose qu'on l'est toutes en fait, et même les personnes qui se disent les plus déconstruites etc, on est tellement dans le patriarcat et la misogynie intégrée, je pense pas qu'on soit tous fondamentalement 0 fois misogyne, vous voyez. Je pense que ça a dû m'arriver, j'en sais rien, moi je vous dis des bêtises hein. Ça a dû m'arriver un jour de rencontrer une nana qui portait une jupe courte et de me dire oh c'est un peu court, c'est de la misogynie.
au fond, elle fait ce qu'elle veut. Et en plus de ça, 3 secondes plus tard, je passe à quelque chose d'autre et en fait, je sais très bien que c'est pas trop court. Vous voyez, je vais me dire, Lola, qu'est-ce que tu te dis? Mais j'ai ces 3 secondes d'instinct. Je vous dis pas que je me le dis tout le temps, hein, mais je pense que ça m'est déjà arrivé, oui. Et c'est de la misogynie intégrée. Ce truc de, voilà, t'as des constructions, quoi. Et alors, moi, je suis de l'école de ne pas s'en vouloir. C'est-à-dire que tant que tu le communiques pas, que t'as conscience que c'est de la misogynie intégrée, que du coup, tu travailles dessus, et que tu essayes de t'améliorer, je vois pas pourquoi tu te sentirais mal de te rendre compte que t'as encore des trucs un peu misogynes. C'est le but de se déconstruire, vous voyez. Et donc dans ce travail, je refuse d'en vouloir à des femmes qui sont encore dans des tabous, dans de la misogynie, dans des constructions patriarcales, parce qu'on l'est toutes à un certain niveau. Et que le but de la sororité, c'est de comprendre aussi qui est là-dedans et pourquoi, et du coup pardonner en fait, vous voyez. J'ai fait une digression encore une fois. Hein. Un autre sujet que je voulais qu'on aborde, ça c'est un sujet, honnêtement, je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. On en parle un petit peu plus là, j'ai vu des humoristes faire des sketchs et tout dessus et c'est très bien. C'est simplement les pertes blanches. Le fait que quand une femme retire sa culotte, il y a 90% de chances que la culotte soit sale, c'est-à-dire qu'il y ait des traces dans la culotte. Et alors moi les traces de culotte, c'est quand même un truc, je vous dis, hein, de la hauteur de mes 29 ans, je ne l'assume toujours pas, alors que j'ai bien compris que c'était normal, mais c'est encore très dur à assumer pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que des femmes utilisent des protège-slip. Moi j'ai mis énormément de temps à comprendre quelle était l'utilité des protège-slip, hein. Slip, pardon. Là je comprends maintenant ce truc de ne pas comprendre que la culotte d'une femme est tachée de ses pertes et que les pertes, en plus de ça, ont une couleur et une texture différente en fonction du cycle dans le mois, en fonction de la semaine qui est en train de se passer. Donc des fois vous allez avoir des pertes transparentes et toutes liquides, des fois vous n'allez pas avoir de pertes, des fois vous allez avoir des pertes très épaisses blanches, vraiment, je le dis dans la vidéo, mais le fond de rice cooker dans le slip quoi. Des fois c'est un truc un petit peu plus gluant, et tout ça, en fait c'est simplement la caractérisation de l'état de votre cycle. Et donc forcément, quand vous retirez votre culotte, vous pouvez avoir des restes dedans. C'est normal en fait, c'est vraiment juste votre vagin qui se nettoie, qui rejette des choses, qui se renouvelle, la flore, qui travaille quoi. Et ça m'a toujours fait rire d'ailleurs du coup de voir dans les films, toujours à un moment, si t'as une scène un peu haute, le mec qui retire la culotte de la meuf. Ça c'est une scène de film. Honnêtement dans la vraie vie, je pense pas qu'on soit beaucoup à le vivre, ou si on le vit, on est gêné en tant que femme, parce qu'en fait on se dit putain j'espère qu'il va pas regarder ma culotte. Parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver dedans, c'est un peu un easter egg, tu vois, c'est une surprise, c'est quelque chose qu'on dépose devant ta porte, ta petite porte intime en fait. Et c'est vrai que ça c'est un truc, j'aurais aimé qu'on me le dise bien avant, et de plus ça a une odeur, c'est-à-dire que des fois ça n'a pas d'odeur, des fois ça a une odeur légère, des fois une odeur un petit peu plus forte. Si ça a une trop forte odeur ce n'est pas normal, il faut aller consulter, hein. Mais ça a quand même une odeur, votre vagin est censé avoir une odeur. Et c'est vrai que même encore maintenant, c'est un truc que j'ai un peu de mal à assumer, alors que c'est complètement normal et que toutes les femmes de cette fucking terre ont la même caractéristique. Donc peut-être que si vous m'entendez vous le dire, c'est quelque chose que vous allez intégrer sans problème et je vous le souhaite. Moi c'est en travail, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi c'est quelque chose qu'on ne dit pas. J'ai du mal à me dire que dans les films, quand on voit une femme retirer sa culotte, il n'y a pas de traces dedans quoi. C'est fou, c'est complètement fou. Genre quand je vais chez le gynéco s'il vous plaît, je mets ma culotte dans la poche de mon jean. Parce que j'assume pas. Alors que le gars, je pense qu'il en voit tous les jours, de toutes les couleurs, de toutes les caractéristiques. Alors moi, un truc que j'aurais aimé qu'on me dise il y a à peu près 10 ans, c'est utiliser des sextoys. C'est l'une des façons en solo les plus cool de connaître ton corps, je trouve. Alors, moi pour vous expliquer, le premier sextoy que j'ai eu, c'est un sextoy qu'on m'a offert à mon premier travail. Alors ça paraît très bizarre comme ça, mais j'ai travaillé dans une agence de publicité, je m'en crache à la gueule. Et cette agence de publicité, elle représentait notamment la marque Dorcel. Bon, il représentait plein d'autres marques, hein, mais il y avait Dorcel dans l'agence. Moi je travaillais pas pour eux, mais du coup, l'agence avait beaucoup de sextoys qui leur étaient offerts. Et très souvent, du coup, le cadeau d'accueil des nouveaux arrivants, c'était un sextoy. Évidemment, si ça ne te gênait pas, si c'était pas tabou pour toi et tout. Et donc moi, le premier sextoy que j'ai eu, c'était un Satisfyer en forme de pingouin, avec un petit nœud pape.
beau gosse le type. J'avais jamais eu de sextoy avant. Je dirais pas que j'en avais jamais entendu parler, mais juste c'était... Enfin, je me serais pas vue il y a 10 ans dépenser de l'argent dans un sextoy quoi, ça faisait pas du tout partie de mes besoins, j'avais pas pourtant de tabou dessus ou quoi, c'est pas du tout un sujet qui me dérangeait, vraiment juste j'en avais pas besoin quoi. Et donc j'ai eu ce Satisfyer que j'ai évidemment testé, et c'est devenu d'ailleurs mon sextoy favori pendant des années, parce que après j'ai eu beaucoup plus de sextoy grâce aussi à mon travail, c'est une autre histoire, mais grâce à mon travail j'ai été beaucoup en contact avec les love shops, les sex shops, et c'est vrai que du coup j'ai eu d'un coup beaucoup de sextoys qui ont été offerts par des marques, et à chaque fois que j'en testais un je le trouvais pas aussi bien que le Satisfyer, mais par contre en ayant plusieurs, de plusieurs formes, de plusieurs usages, jusqu'à tard hein, parce que le plus de sextoys que j'ai eu différents c'était il y a peut-être 4-5 ans encore une fois, donc en fait c'était il y a pas si longtemps que ça. En fait je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait à me connaître, à comprendre mon corps, à découvrir des sensations que j'avais jamais découvert en couple pour je ne sais quelle raison, à découvrir des sensations à deux aussi, et avoir un truc un peu ludique. Et en fait j'avais jamais vu le sextoy de cette manière là, de ce truc de plus... Ouais c'est beaucoup plus ludique quoi, tout simplement. Alors je sais que dans beaucoup de mentalités, le sextoy est encore vu comme quelque chose de vraiment purement... sexuel sale quoi, ce truc de si tu prends un sextoy c'est que t'es assoiffé de sexe et tout. Pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Moi pour tout vous dire, au final j'ai quand même pas mal de sextoys que je n'utilise jamais. C'est finalement pas du tout un truc que j'utilise, mais j'ai eu une période où j'en utilisais beaucoup parce que ça me faisait kiffer. Là je suis dans une période où vraiment j'en utilise jamais, ni dans ma sexualité seule, ni dans ma sexualité à deux. En revanche, c'est vrai que toutes les fois où j'en ai utilisé, je me suis dit putain c'est génial, ça m'apprend plein de trucs sur mon corps, sur... comment il fonctionne, sur des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, des types de vibrations, etc. Et ça a été vraiment une porte d'entrée pédagogique. Et je pense que on devrait utiliser des sextoys un peu plus jeunes, au tout début de notre sexualité, parce qu'il y a un truc hyper didactique en fait, qui permet de se comprendre mieux, et qui je pense éviterait bien des problèmes dans ta sexualité à deux ensuite. Je pense que ça permettrait notamment aux femmes de savoir comment elles s'épanouissent le mieux, qu'est-ce qu'elles aiment le plus, et comment du coup le communiquer à quelqu'un sans trop de tabou, vous voyez. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la libido. Ça pour moi c'est un vrai sujet tabou sa mère encore maintenant. Quand je vois des gens faire des podcasts ou des interviews, à chaque fois je vois bien ça tourne autour du pot. Je me rappelle à une époque, il y avait eu une vidéo de Thibaut InShape et de Juju FitCat qui traînait en boucle, où en fait les deux avouaient qu'ils faisaient l'amour des fois une fois par mois quoi, même pas. Et ça a fait un tollé cette vidéo, tout le monde en parlait, les affichait, etc. Et dernièrement j'ai vu un podcast de Juliette Katz, donc dans le podcast, où elle parle de la libido avec son chéri. Et en fait j'ai trouvé ça très intéressant de voir à quel point on était toujours autour de la même thématique, c'est-à-dire à partir de quand c'est normal ou c'est pas normal de faire l'amour, à quel rythme en fait, avec son ou sa partenaire. Et en fait j'aimerais vous en parler parce que moi j'ai connu, et je connais toujours, hein, d'ailleurs je suis toujours dedans, une période de grosse baisse de libido. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, ça a commencé il y a pas très longtemps, et ça a été un gros problème pour moi. Parce que je ne comprenais pas et j'avais énormément de mal à l'accepter. Donc j'ai eu voilà, une libido vraiment en baisse, où je n'avais pas du tout envie de faire l'amour. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment la libido globale, c'est-à-dire j'avais pas envie de faire l'amour, j'avais aucune pulsion, donc pas envie de me masturber, rien, vraiment, il ne se passait rien. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ça m'arrivait, à l'accepter, à ne pas être dans le déni, à comprendre que ce n'est pas un problème, à en parler en couple, et ensuite à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, je vais pas tout vous étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, et honnêtement je pense qu'on pourrait en faire une vidéo entière, hein, honnêtement, sur ce sujet-là. Honnêtement, il y a plein de trucs en bazar que j'ai envie de vous dire sur ce sujet, et vous en faites ce que vous voulez. La première, un couple qui fait moins l'amour n'est pas un couple qui s'aime moins. Ça n'a rien à voir. Faire l'amour et s'aimer, ce sont deux choses complètement différentes. Et alors moi personnellement, j'ai même tendance à trouver que le désir et l'amour n'ont rien à voir. Je pense que tu peux être fondamentalement
profondément amoureux de quelqu'un et des fois avoir du désir pour d'autres personnes, je pense que c'est un signe de bonne santé. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus la personne avec qui tu es, ça ne veut pas dire que tu es en train de la tromper. Pour moi, ce sont deux choses complètement décorrélées et je pense que scientifiquement, ce sont deux choses complètement décorrélées, mais que l'humain a tellement d'insécurité qu'on n'arrive pas à accepter que ces deux choses sont décorrélées. Déjà voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, quand j'ai eu cette baisse de libido, j'ai eu une grande discussion avec mon mari sur le sujet parce que j'avais énormément de culpabilité et lui s'en foutait royalement. Et j'arrivais pas à me détacher de cette culpabilité, même si lui s'en foutait royalement. Et un jour il m'a dit un truc, et c'est une phrase qui a énormément changé de choses dans ma vie. On parlait tous les deux de ça, et il me disait, écoute Lola, il faut que tu comprennes que c'est comme si, un jour, on se disait qu'il y avait un quota de bisous à la journée à respecter. Et que si un jour je te fais 2 bisous au lieu de 16 dans la journée, ce n'est pas normal. Et il me disait, c'est pas vrai. Il me dit, demain je t'embrasserai plus du tout pendant des semaines. Il me dit, là ça serait bizarre. Mais il me dit, c'est comme si du coup, là, un jour, au lieu de te faire 30 bisous, je t'en fais 20, que tu le remarques et que tu dis que c'est pas normal et que du coup je suis obligée de te faire 10 bisous de plus. Il me dit, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Et en fait, cette comparaison m'a aidé à comprendre que c'est exactement la même chose pour la libido. Et ça m'a vraiment aidé, c'est vraiment une espèce de métaphore qui m'a aidé à prendre du recul et à me rendre compte à quel point c'était absurde en fait de se mettre cette pression là. Et donc quand Juju de Fitcat par exemple et Thibaut Inchette disent bah oui des fois ça nous arrive de faire qu'une seule fois par mois, je comprends pas les gens qui en font tout un foin. Je pense que vous ne vous rendez pas compte d'à quel point c'est la norme de pas faire beaucoup l'amour. Et je pense que parce que les gens le disent pas, et ben on n'en fait pas un sujet et donc forcément on n'en fait pas un sujet et du coup par contre les gens qui font beaucoup l'amour ils en font un sujet et donc on a l'impression que c'est les gens qui font pas beaucoup l'amour qui sont une rareté. Mais c'est l'inverse hein. Ce sont les gens qui font beaucoup l'amour qui sont rares. Vraiment je vous assure. C'est juste que parce que c'est vu comme bien dans la société de beaucoup faire l'amour, et on a une société qui est quand même très tournée autour du sexe, hein, vraiment. Encore une fois moi j'ai aucun tabou sur le sexe. Vous pouvez le voir, je parle beaucoup d'intimité, pour moi c'est un vrai sujet, c'est hyper important et c'est passionnant. En revanche, je suis d'accord pour dire que je trouve qu'on tourne vraiment énormément de choses autour de la sexualité dans notre société, je trouve ça vraiment dommage. Et en fait, je me rends compte que du coup, parce que c'est bien, tous les gens qui font beaucoup l'amour le disent, donc t'as l'impression que c'est la norme, mais c'est pas ça la norme. La norme, c'est des gens qui font l'amour une fois tous les 2 mois, qui font une fois tous les mois, une fois toutes les semaines. Ça c'est la norme, c'est vraiment Jean-Michel et Brigitte, tout le monde quoi, vous voyez ? Truc en bazar toujours sur ce sujet là, pardon. Moi je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est outre le fait que ma libido baissait, je me suis aussi rendu compte que j'avais moins besoin de faire l'amour parce que dans ma relation j'avais beaucoup plus de choses que uniquement le sexe. Et ça a expliqué beaucoup de choses, cette explication que moi je me suis donnée, c'est pourquoi au début d'une relation je fais beaucoup l'amour comme vraiment beaucoup de couples. Bah parce qu'en fait le sexe c'est un peu l'un des seuls trucs qu'on a au début d'une relation. C'est comme ça qu'on va créer de la complicité, de l'attraction, de l'échange, qu'on va briser des tabous, qu'on va... Voilà, il y a plein de choses qui se bâtissent grâce à l'intimité avec une personne. Je dis pas que tu peux pas le bâtir avec autre chose, hein. Mais vous voyez au début d'une relation lambda c'est ce qui arrive. Et en fait c'est vrai que bah moi ma relation avec mon mari elle est tellement développée sur plein de choses, on a tellement développé de complicité, d'échange, de discussion, de plein de trucs qui me comblent au quotidien et que je n'avais jamais connu auparavant, bah qu'en fait le sexe c'est devenu vachement secondaire, mais pas parce que on est en coloc ou quoi que ce soit, juste parce qu'en fait j'ai moins besoin de ça, ça devient une partie du prisme, vous voyez, mais pas tout le prisme. Donc moi je vais vous dire comme je pense, faire l'amour une fois par mois c'est pas anormal, faire l'amour une fois par semaine c'est pas anormal, c'est vraiment le cas de beaucoup de gens. Si un jour vous faites plus l'amour pendant 6 mois ou 1 an parce que vous venez d'avoir un bébé ou vous êtes dans un cycle de votre vie quoi, ce n'est pas anormal. Après évidemment, l'intimité fait partie du couple, mais encore une fois, là j'ai même pas envie de vous dire qu'il y a un moment où il faut s'inquiéter parce que moi j'avais une amie très proche de moi qui ne pouvait pas faire l'amour, en tout cas pénétrativement. Et qui du coup pendant longtemps pensait qu'elle ne pouvait pas faire l'amour parce qu'elle n'envisageait que le sexe pénétratif et qui pourtant a vécu une très grande histoire d'amour avec un mec. Donc j'ai envie de vous dire, moi j'avoue je suis très déconstruite là-dessus, pour moi le sexe ce n'est pas du tout indispensable à l'amour. C'est un peu du bordel tout ce que je vous dis là, mais parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles j'ai pas forcément envie de m'épancher parce que pour le coup c'est peut-être un peu trop intime pour moi, ça regarde pas que moi aussi, hein. Une vie intime c'est à 2, et aussi parce que c'est ce que je vous disais, c'est un grand sujet donc en fait ça pourrait être vraiment une vidéo à part entière quoi.
c'est le moment de vous dire au revoir. Je vous l'annonce puisqu'encore une fois je n'ai pas envie de vous choquer, je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je sais que toutes ces fois où je suis partie sans vous dire au revoir, ça vous a secoué suffisamment pour recevoir une centaine de DM sur le sujet et un vocal de l'une de mes meilleures amies qui est Lou. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous l'annonce. On se quitte. On se quitte comme on s'aime d'ailleurs. Au revoir.